Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce 15 juillet, j'ai été l'invité d'Europe 1 pour parler de l'intervention d'Emmanuel Macron du 14 juillet, dans laquelle il a en particulier dit qu'il faudrait de la sobriété énergétique pour faire face à la crise énergétique qui s'annonce cet hiver. Et puis dans laquelle il a aussi parlé de l'emploi, et il a refait cette phrase en disant qu'on pouvait trouver du travail en traversant une rue. Facile à dire quand on est payé 15 000 euros par mois, pardon, 4 000. Et donc voilà, c'est un peu ce que j'ai dit dans cette émission. J'ai aussi parlé du nucléaire. Et donc voilà, je vous laisse regarder cette émission. Et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous plaît. De retour sur Europe 1, il est venu le temps du débat, de l'opinion dans Europe Midi. Je vous présente nos deux débatteurs du jour. Guillaume Vuilletet, député Renaissance du Val d'Oise, bonjour. Bonjour. Et pour la contradiction, Antoine Léaumont, député NUP LFI, il faut le préciser, de l'Essonne. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Alors nous revenons ensemble sur cette interview présidentielle du 14 juillet. Emmanuel Macron a décidé de renouer avec la tradition. Premier tour de table. Qu'en avez-vous pensé? Qu'avez-vous retenu? La parole est à l'opposition. Antoine Léaumont. Bon, c'est très convenu comme interview. J'en retiens plusieurs choses. D'abord, quand Monsieur Macron nous dit qu'il va falloir faire... Enfin, il met toute la faute sur les Français, en fait. Il va falloir qu'on fasse des efforts. Et il ne tire pas les conclusions que nous avons tirées, nous. C'est que le nucléaire ne permet pas l'indépendance de la France. Nous le répétons depuis un petit moment. Nous proposons de sortir du nucléaire et de passer à d'autres formes d'énergie pour voir aux besoins des Français. Et là, pour bien expliquer, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait faire de la sobriété. Sur la sobriété, la nécessité impérieuse de faire de la sobriété énergétique. Et ça passerait nécessairement par un renforcement de la politique nucléaire. Oui, et puis il parle surtout des économies d'énergie. On verra ça plus tard. Ce qui est important et ce qui est utile. Mais le nucléaire, à l'heure actuelle, ne permet pas d'assurer l'indépendance de la France, puisque cette énergie-là, elle a des centrales qui sont à l'arrêt et il va y en avoir de plus en plus à cause du changement climatique, parce que les rivières se réchauffent, donc elles refroidissent moins les centrales nucléaires, et que du coup, on se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Alors, je l'entends parler maintenant d'installer des éoliennes offshore. Merci beaucoup, il était temps. La France a 1000 km de côte et a une seule éolienne en mer installée pour l'instant. Il est temps de s'y mettre, en effet, sur ce sujet-là. Et puis après, on y reviendra sans doute dans le fond du débat. Mais il culpabilise énormément les Français. Il recommence avec son truc de traverser la rue, des emplois, je vous en trouve quand vous voulez. C'est facile à dire. La phrase, c'est facile à dire de dire aux gens d'aller prendre des emplois très compliqués et très mal payés quand on est payé 15 000 euros par mois. Mais il faut aussi que les patrons comprennent que dans un certain nombre de cas, pour embaucher, il va falloir changer les conditions de travail, améliorer les salaires, parce que les gens n'ont pas envie parfois d'aller se pourrir la vie pour, à la fin du mois, ne rien avoir et ne même pas être capable de nourrir sa famille ou de mettre de l'essence dans la voiture. La meilleure réponse à la problématique du pouvoir d'achat, c'est le travail, a dit hier Emmanuel Macron. C'est ce que vous avez retenu, Guillaume Vuilletet? Il n'y a pas que ça. Je ne suis pas sûr que l'exercice était à ce point convenu, puisqu'on lui avait reproché de ne pas le faire. Donc, a priori, c'est qu'il renouait avec une tradition qu'il avait un peu abandonnée, mais je crois qu'il y avait un besoin de l'entendre longuement sur des problématiques de politique intérieure en particulier. Et là-dessus, je trouve qu'il a eu un discours de sérénité, de lucidité aussi, et puis assez volontaire. Lucidité parce qu'il y a des difficultés, alors parfois elles sont même au Parlement parce que nous avons une majorité relative, mais c'est la démocratie, c'est très bien. Après, on peut revenir quand même sur tout ça. On y reviendra aussi. J'aimerais bien que le président il y a beaucoup de fake news sur le sujet d'ailleurs. Agiter la carte du référendum. Continuez. On y reviendra. En revanche, il y a d'autres sujets sur lesquels il faut être lucide et être simplement pragmatique. C'est la réalité qui s'impose. Le nucléaire n'est pas un mot magique. Le nucléaire, pour reprendre le problème énergétique, le nucléaire nous permet la souveraineté d'une part, parce que mine de rien, en effet, ça nous rend moins dépendants aux énergies fossiles dont on ne produit pas en France. Ça nous permet d'avoir aussi une continuité de production. Maintenant, c'est pas encore une fois un mot magique, ça coûte des sous. Parfois, il y a en effet des réparations à faire. Et donc, il faut être sobre, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on consomme pas. Et c'est pas culpabiliser les gens que de dire ça. C'est simplement le fait de dire, essayez d'être raisonnable. J'ai la commune de Parmain chez moi qui vient de décider d'interrompre l'éclairage public entre 1h15 et 4h30 du matin. Mais c'est parce que c'est aussi une façon aussi d'être raisonnable, tout bêtement. Il y a eu de la loi énergie-climat qui a permis de faire des avancées en la matière. Et donc, on ne découvre pas l'éolien offshore. C'était dit même bien avant les élections. Maintenant, en effet, là où il y a une réticence, mais il n'est pas les seuls, et j'imagine que vous devez l'avoir aussi chez vous, moi je vois dans le parc naturel du Vexin, en effet, il y a une réticence sur
sur l'éolien terrestre. Il faut entendre tout ça. Parce que la meilleure des réformes, si elle n'est pas acceptée, on l'a bien vu, ça ne marche pas. Précisément, c'est pour ça qu'on pourrait passer à l'éolien offshore. Mais par exemple, il parle de sobriété énergétique. Bon, il nous dit il va falloir faire attention aux lumières qui sont allumées à partir de je ne sais plus quelle heure. Il ne parle pas d'une des plus grosses sources de dépenses d'énergie qui sont la publicité lumineuse. Ça, alors la publicité lumineuse, pas un mot, rien du tout. Si, ça a été voté dans la loi énergie-climat il y a 2 ans. Oui, mais il y a des dispositions là-dessus qui sont très... D'accord, la sobriété énergétique qui a occupé une très large partie de l'interview du président hier. On va en reparler largement après une brève respiration. Restez avec nous sur Europe 1. Nous sommes en compagnie de Guillaume Vuilletet, député Renaissance du Val d'Oise, et Antoine Léaumont, député NUP LFI de l'Essonne. Nous parlons de l'interview présidentielle du 14 juillet. Un sujet urgent, clairement et largement évoqué hier par le président, la très fragile sécurité énergétique française et européenne sous l'effet de la guerre en Ukraine et des restrictions de gaz russe à prévoir pour éviter le pire à l'approche de l'hiver, c'est-à-dire des foyers sans chauffage ou des entreprises à l'arrêt. Le président annonce, ou plutôt confirme, un grand plan de sobriété énergétique ou comment réduire notre consommation d'énergie de 10% d'ici à 2024. Guillaume Vuilletet, le ton a changé. Il y a encore quelques semaines, l'exécutif, les ministres semblaient dire que les stocks étaient pleins et pas menacés. Puis petit à petit, on en arrive à un véritable risque de pénurie. Je ne suis pas sûr que les étaient à ce point assurés de la suite. Les stocks sont pleins. Le ton a changé. Non, mais les stocks sont pleins parce qu'on prend les précautions. Mais la réalité, c'est qu'on a une guerre qui se poursuit avec M. Poutine, en Ukraine, et avec les effets directs qu'on a sur le pouvoir d'achat via l'énergie et sur les pénuries éventuelles. Et on sait qu'en plus, au niveau stratégique, il nous faut retrouver une souveraineté. Mais c'est même un enjeu économique. C'est parce qu'on sera capable de produire notre propre énergie et qu'on sera capable aussi de faire en sorte qu'on ait une filière nucléaire qui produise de l'emploi qu'on arrivera à faire tout cela, y compris d'ailleurs en faisant des éoliennes offshore. Tout ça, arriver à la souveraineté via l'économie, quelque chose qui est fondamental. Ce qui permet aussi d'arriver au plein emploi. Vous m'interrogiez tout à l'heure sur le fait qu'il a parlé du travail. La meilleure garantie du pouvoir d'achat, c'est que les gens travaillent. La meilleure garantie du respect des comptes publics, c'est que les gens travaillent. Et la meilleure garantie d'éponger la dette qu'on a très heureusement et très légitimement constituée pendant la période Covid et pour faire assurer la relance, c'est que les gens travaillent. Donc il y a une feuille de route qu'il a annoncée clairement, qui n'est pas c'est pas un catalogue de la redoute, parce que derrière il faut concerté avec les travailleurs, avec les partenaires sociaux, avec les oppositions aussi républicaines qui le voudront. Il y a une forte dimension politique également. Les réformes du travail annoncées, envisagées par Emmanuel Macron dès cet été. On va y revenir dans quelques instants. Antoine Léaumont, je voulais vous entendre sur la sobriété énergétique à laquelle, au sein de la NUP, en tout cas au sein des LFI, vous êtes attachés. Oui. C'est ce qu'il faut faire ? Non, mais bien sûr qu'il faut faire de la sobriété énergétique, mais il faut la faire d'abord, par exemple, en rénovant les logements. Ce qui coûte cher c'est 14 milliards d'euros quand même. Ce qui coûte cher. Combien 14 milliards d'euros consacrés il était temps, très bien. Mais ça fait quand même 5 ans de perdus sur le sujet. Nous proposons depuis... Ça fait 2 ans qu'on a mis ça en route. Nous proposons depuis 2017, c'est pas depuis 5 jours, de rénover 700 000 logements par an. Voilà, ça c'est... Mais pour faire ça... Il qui vient tard. Pour faire ça, il faut être capable de planifier. Enfin, on dirait que M. Macron découvre qu'il peut y avoir une conjonction de crise géopolitique, de crise écologique aussi, parce que si on parle de pouvoir d'achat, l'augmentation des prix des matières premières, elle est en partie due à la crise écologique, parce qu'en Argentine, aux États-Unis, en Inde, en France aussi, on a des récoltes qui sont moins bonnes à cause de la sécheresse, et la sécheresse provoque des effets en chaîne. Par exemple, les gens demandent pourquoi la viande augmente avec la guerre en Ukraine. C'est pas directement lié à la guerre en Ukraine, c'est lié au fait que comme il fait plus chaud, le bétail a moins d'air pour se nourrir dans les champs, donc il faut davantage utiliser des céréales, et comme les céréales sont plus chères, la viande coûte plus cher. Donc voilà, il y a des crises écologiques qui se surajoutent à la crise géopolitique en Ukraine, qui font qu'il y a une augmentation des prix. Mais donc cette guerre en Ukraine, elle a un effet, puisque la Russie... qui va durer, au moins jusqu'à l'automne. La Russie prend des mesures de contre-sanctions, en quelque sorte. Nous, on prend des mesures de sanctions, ils prennent des mesures de contre-sanctions avec ceux qui prennent des sanctions. Donc ils utilisent l'alimentation comme un élément de guerre. Oui, bien sûr, mais ils sont en train de faire une guerre de manière assez totale et assez barbare. Donc dans l'urgence, je voudrais juste aller sur l'argument de fond. Il fallait y penser avant pour diversifier les sources d'énergie. Nous avons proposé pendant la campagne présidentielle, pas hier, pendant la campagne présidentielle, de s'associer notamment avec l'Algérie, qui va avoir un problème d'approvisionnement
en matières premières et notamment en blé. Nous avons du blé, nous aurions pu sécuriser les stocks Notre de blé contre leur gaz. Sécuriser les stocks de blé pour proposer aux Algériens de leur vendre un blé à un prix qui soit pas celui du marché, mais qui soit en dessous de celui du marché, et de même de sécuriser notre accès en gaz. Voilà, ça c'est une manière de préparer qui est planifiée et qui se fait dans le lien avec des peuples amis. Alors le président a annoncé cette piste algérienne, du gaz algérien, du gaz norvégien, mais aussi du gaz américain, qui est un gaz de schiste, ça, c'est qui n'est pas très bon pour la planète. Ça va se faire, Guillaume Vuilletet, au prix de reniement écologique, un peu comme le font d'ailleurs les Américains. Ce n'est pas un reniement écologique, mais géopolitique. Juste un détail, qui va en Arabie Saoudite détail, la transformation des aides à la transition énergétique pour les logements, ça date pas d'hier non plus. Et vu le succès de MaPrimeRénov', qui est plus en situation de surchauffe qu'autre chose, mais j'invite tous ceux qui veulent en bénéficier à aller sur le site de l'ANA en particulier. C'est-à-dire qu'on est pleinement engagé là-dedans et depuis un petit moment. Vous avez une petite tendance quand même à ripolliner, à transformer, à vous approprier des choses qu'on a déjà faites. Ceci dit, c'est plutôt une reconnaissance. C'est pour les propriétaires. C'est pas uniquement, c'est aussi c'est ceux qui possèdent les logements. Voilà. Sauf que c'est les locataires qui se rendent compte des situations. Non, c'est parce que c'est sur les propriétaires qui font les travaux et qui ensuite limitent la charge qui peut peser sur les locataires. Sur la question que vous posez, en effet, si on ne veut pas être amené à rouvrir les centrales à charbon, si on ne veut pas être amené à utiliser des produits très polluants, il faut arriver à la souveraineté énergétique le plus vite possible. Et encore une fois, entre l'éolien, le photovoltaïque quand c'est possible, mais aussi le nucléaire, c'est là la solution. Et c'est là-dessus qu'on veut aller. Vous savez, je vais vous donner un autre exemple. C'est pas sur l'énergie là pour le coup, mais c'est pas loin parce que en fait tout en dépend. On va mettre 5,7 milliards d'euros sur la construction d'une usine de semi-conducteurs à côté de Grenoble. C'est absolument indispensable parce que moi je vois les entreprises de ma circonscription. Elles ont besoin de ces produits-là pour pouvoir produire ne serait-ce que des alarmes incendie. Et donc là, on a bien un enjeu très fort qui va toucher aussi d'ailleurs la consommation d'énergie incidemment. Très bien. Mais revenons sur l'énergie nucléaire. On nous a rapidement, parce que je voudrais qu'on parle du travail après. Mais on nous a dit pendant des années, le nucléaire garantit notre indépendance, etc., etc. Là, on s'aperçoit que la moitié des centrales nucléaires sont à l'arrêt parce que il y a des problèmes avec les cuves. Non, c'est pas vrai. Il y a de la maintenance. C'est la maintenance décennale qui arrive tout le temps, mais ça arrive. Tout à fait. Maintenance décennale, etc. La moitié est à l'arrêt. C'était pas possible de le prévoir que ça serait à l'arrêt. C'était possible de le prévoir. Il s'agit de planifier. Ce qui n'était pas prévisible, c'est la guerre. Autre problème mais la guerre change rien avec le nucléaire. La guerre change rien à l'état de nos centrales nucléaires. La guerre change tout à l'approvisionnement en énergie. Ça tombe sous le sens. Simplement, je peux finir sur ça. On va engager dans la rénovation des centrales nucléaires 100 milliards d'euros pour faire ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire pour les prolonger, pour que ça dure encore plus longtemps. Cet argent-là serait plus utile en l'investissant dans des énergies d'avenir comme l'éolien offshore, qui peut permettre d'assurer une continuité énergétique, parce qu'au final, l'argument principal était le nucléaire peut permettre de produire en continu, contrairement aux éoliennes qui, elles, produisent de manière intermittente. Mais on est en train de s'apercevoir que le nucléaire devient une énergie intermittente, puisque la moitié des centrales sont à l'arrêt, puisqu'on va avoir des problèmes avec le réchauffement climatique et les rivières qui vont se réchauffer et donc empêcher de refroidir les centrales nucléaires. Donc à un moment donné, soit on est là comme ça, en train de regarder la situation devenir catastrophique et puis on fait rien, puis on continue comme on a toujours fait, soit on se pose des vraies questions maintenant pour que dans 10 ans, on soit capable d'avoir l'énergie qui nous permettra d'être réellement indépendant. Parce que aller chercher notre uranium au Kazakhstan ou en Azerbaïdjan, enfin je ne me souviens plus du pays, mais aller chercher notre uranium là-bas n'est pas un gage d'indépendance. Au Niger aussi. Au Niger, c'est plutôt le Niger qui était en cause. Tout ça ne permet pas notre indépendance, et ça fait parfois des compromissions où on a vu des gens comme François Hollande se mettre des chapkas sur la tête pour aller réclamer de l'uranium. Au Niger, tiens, j'en profite pour le dire, où la ministre des Affaires étrangères et le ministre des Armées se rendent aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle maintenant mais quand même juste un point là-dessus. Je vais très rapidement. La réalité, c'est qu'il faut un mix énergétique. Personne ne peut croire qu'il y a un mot magique dans aucune forme d'énergie. Et là-dessus, pour le coup, pendant encore un temps, je n'ai pas dit jusqu'à la fin des temps, le nucléaire sera nécessaire et il faut l'organiser. Et donc il faut en sortir à un moment donné. Mais un jour, il y aura des énergies de substitution qui arriveront, bien sûr. Et tant mieux. Très bien, si vous êtes pour la sortie du nucléaire, on a fait un pas. Il faut un terme raisonnable. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est dans très loin. Mais je dis pas demain, je ne cesse de dire qu'il faut planifier. Nous ne cessons de dire qu'il faut planifier. On passe au travail. Hier, Emmanuel Macron était dans un grand exercice de clarification. Il a pu s'exprimer sur le long cours. Il a donné les grandes orientations de son quinquennat avec des réformes du travail, une loi sur l'assurance chômage pour une meilleure prise en compte de l'expérience et évidemment la réforme des retraites. Il se donne pour ambition de faire passer le taux de chômage de 5 à 7%. Non, l'inverse.
de 7 à 5%. Merci Antoine Léaumont. C'est un signe, un cap vers la droite, Guillaume Vuilletet, dans la mesure où il va falloir nouer des alliances dans un Parlement fragmenté. Non, ça reviendra sur les alliances, mais sincèrement, dire que le plein emploi est un critère de droite, c'est quand même un petit peu... sa déclaration, la meilleure réponse au pouvoir d'achat, c'est le travail. Ça rappelle un peu Nicolas Sarkozy. Non, je vous rappelle que François Hollande avait mis son quinquennat sous le... Il avait même pris un engagement de ne pas se représenter, ce qu'il a fait finalement s'il n'arrivait pas à résoudre le problème du chômage. Le chômage n'est pas un critère de droite ou de gauche. Le travail permet le pouvoir d'achat, l'émancipation des gens et la contribution à la collectivité. Donc c'est pas un critère de droite. Ou alors là, pour le coup, on marche sur la tête. La réalité, c'est qu'il y a des tensions partout. Les entreprises, encore une fois, j'ai des entreprises qui me parlent chez moi, me disent qu'elles ne trouvent pas de personnes pour être embauchées. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses à faire sur la formation. Il y a des choses à faire sur la fin de carrière pour savoir comment accompagner en particulier l'alternance, qui est un vrai succès. Il y a aussi sans doute des sujets sur le pouvoir d'achat et sur les salaires, mais il y a aussi un sujet d'avoir un système qui soit incitatif. Et la réforme qu'avait fait Elisabeth Borne avant d'être Première ministre consistait en quoi? À dire, écoutez, ce sera plus compliqué pour entrer dans le système du chômage parce qu'il y a une tension. Par contre, vous serez protégé plus longtemps. Et c'est un équilibre que moi, je défends totalement. Antoine Léaumont, vous avez vu, comme moi, un signe vers la droite, la valeur travail. Non, mais surtout, il faut que les gens qui nous écoutent aient conscience du fait que le gouvernement ne croit pas à ce qu'il dit. Parce que s'ils nous promettent le plein emploi et qu'en même temps ils nous disent qu'il faut faire la retraite à 65 ans parce que les comptes sont vides, c'est qu'ils ne croient pas à ce qu'il dit. Parce que le plein emploi finance la retraite non seulement à l'heure actuelle, mais à 60 ans. Donc, ils se foutent de nous. Voilà, ça c'est le premier point de départ. Ils se foutent de nous, ils le savent. Et donc, soit ils ne sont pas convaincus du fait qu'ils vont réussir à faire le plein emploi, soit ils sont convaincus du fait qu'ils vont réussir, mais qu'en plus, ils veulent nous faire payer il y a juste un enjeu, par exemple, c'est pas la dépendance, 13 milliards d'euros par an. Je dis pourquoi. Écoutez. Parce qu'on a fait des cadeaux aux ultra-riches depuis des années et des années qui ont appauvri les comptes de l'État. Quand on supprime l'ISF, quand on met en place la flat tax, qui permet aux boursicoteurs, enfin pas aux boursicoteurs, mais aux spéculateurs de faire de plus grands profits, eh bien, on appauvrit l'État et petit à petit, on met l'État dans une situation compliquée qui fait qu'ensuite, alors on dit aux gens qu'ils doivent travailler plus longtemps, etc. Maintenant, sur l'emploi et la situation de l'emploi, l'idée que on n'arrive pas à embaucher est fausse. On n'arrive pas à embaucher dans certains secteurs parce que les conditions de travail sont mauvaises, parce que les salaires sont trop bas et parce que les gens n'ont pas envie. Les gens, quand ils habitent à 30 km de leur travail, il faut bien comprendre qu'avec l'essence à 2 €, s'ils sont payés au SMIC actuel, eh bien, à la fin du mois, ils n'ont plus de fric. Voilà. Donc, aller travailler, se pourrir la vie pour un salaire de misère où à la fin, on n'a pas d'argent à la fin du mois, eh ben, personne ne veut faire ça et c'est normal. Et c'est facile pour monsieur Macron qui est payé 15 000 € par mois d'aller dire aux gens de traverser la rue pour trouver un emploi, pour faire un job de merde avec un salaire de merde. Attention. Voilà. Non, je pense que là, pour le vraiment, les gens, ils en ont ras-le-bol. Non, mais je crois que les gens de ces les gens discours ne disent pas ça. moralisateurs qui viennent de gens qui ne connaissent pas. Monsieur Macron ne connaît pas la réalité du travail dans le pays. D'une part, je ne suis pas sûr que vous la connaissiez davantage. Arrêtez d'avoir ce genre d'acte d'autorité. Sans doute que excusez-moi, vous étiez à Châteauroux, vous êtes dans l'Essonne maintenant, vous avez voyagé pour être élu. Vous savez, j'ai travaillé à l'usine. Donc si vous voulez aller travailler à l'usine, allez-y. Il y a longtemps, on n'a pas le même âge. Vous êtes plus jeune. Mais par contre, je peux vous dire qu'en l'espèce, d'une part, les entreprises qui veulent recruter trouvent souvent sur les emplois de base. C'est dès qu'il y a un peu de qualification, c'est plus compliqué. Il y a un problème de logement, c'est très clair dans ce pays, de proximité entre le logement et le travail. Peut-être d'ailleurs faudrait-il réfléchir à savoir à qui on attribue principalement et tout de suite des logements sociaux quand ils arrivent. Mais il y a aussi une tension à avoir et sincèrement, dire aux gens que il faut les inciter à travailler, à prendre les emplois. La réponse du président était d'ailleurs très bien hier, dire si vous voulez ne pas refuser un emploi parce que vous voulez faire autre chose, vous avez bien le droit. Par contre, si jamais c'est juste pour vous poser des questions, c'est pas pareil. Et il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit aussi de dire que dans le pacte social qui nous unit tous, pas uniquement le pouvoir et les corps intermédiaires, mais qui unit toute la nation, il y a le fait que chacun doit contribuer à la richesse commune. On peut prendre les chiffres de Pôle emploi. Hein, ça me semble être des chiffres qui sont à peu près qu'on peut écouter. Sur les chiffres de Pôle emploi, on a 90% des offres en 2021, 90% des offres qui sont pourvues à un candidat ou à un candidat en cours de recrutement. Ok ? On a 3% des offres qui sont abandonnées parce que les patrons n'ont plus ce besoin-là, et on a seulement 6% des offres sur lesquelles il n'y a pas assez de candidats. Mais quand on dit il n'y a pas assez de candidats, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de candidats. Ça veut dire que dans les candidats qu'il y a,
les patrons qui font les propositions d'embauche ne sont pas forcément satisfaits des profils qui leur arrivent. Donc il faut arrêter encore le contenu de la prochaine réforme de l'assurance chômage. Oui, mais mais vous allez la combattre à l'Assemblée, ça en avait compris. 97% des offres d'emploi qui arrivent à Pôle emploi sont pourvues. Bah écoutez, Donc c'est pas ce que disent les employeurs et je pense que c'est un peu daté comme chiffre. Non, mais 2021, c'est daté. Bah oui, c'est daté. C'est l'année dernière. Oui, mais entre-temps, il y a la guerre. Entre-temps, il y a la tension sur les prix. Entre-temps, il y a des vagues successives qui font que, par exemple, au large de Shanghai, c'est une mer de containers parce que tout le système international a été désorganisé par la pandémie. Et donc, oui, aujourd'hui, il y a des tensions sur le marché du travail qui n'existaient pas, en tout cas pas de la même façon en 2021. Et donc, je vous invite à aller voir les entrepreneurs de votre circonscription, vous allez voir, et ils vous diront qu'ils ont des problèmes. Très bien, mais moi, je vais aussi voir les salariés de ma circonscription. Et moi aussi, mais j'irai tout à l'heure ou demain, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, à Coca-Cola, à Grigny, où les salariés sont en grève. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'ils se ramassent des gaz d'échappement, ok ? Toute la journée, ils se ramassent des gaz d'échappement et ils disent, mais c'est un scandale, on nous oblige à travailler dans des conditions où on respire de la pollution. Ils comparent ça aux mines dans lesquelles il y avait de la pollution pour la respiration. Et ils disent, mais c'est pas des conditions de travail normales. Donc oui, c'est pas des conditions de travail normales. Et donc ils se mettent à l'arrêt du travail parce qu'ils ont fait des efforts comme on leur a demandé de faire des efforts. Et maintenant ils se retrouvent dans une situation où le seul moyen qu'ils ont de se faire entendre, c'est d'arrêter le travail pour pouvoir faire entendre leurs revendications. Donc, Guillaume Vuilletet, comment on fait pour réformer le travail quand l'Assemblée nationale est aussi fragmentée? C'est une subtile transition vers le fait qu'on parle aussi de ce qui se passe à l'Assemblée. On fait c'est lié, un petit peu. Et évidemment, il va falloir bâtir des compromis, bâtir ensemble des textes, partir de textes qui seront en effet plus courts, pour qu'on puisse les débattre au fond et trouver des majorités qui parfois vont être dans un sens, dans l'arc républicain, qui parfois vont être dans l'autre. Et je pense qu'on peut y arriver. On peut y arriver parce que si nous sommes là, et pour le coup c'est un procès que je ne fais à personne, c'est que nous sommes des défenseurs de l'intérêt général et que nous luttons pour l'avenir de la nation. Donc on trouvera ces compromis pour faire en sorte que ça aboutisse. Parce que là, il va falloir faire vite, c'est dès cet été. Ah mais oui, mais je ne doute pas qu'il y ait suffisamment de députés qui soient conscients de la situation sur le marché du travail et derrière sur l'économie pour arriver à ce compromis-là. Et le président, ça lui fait pas peur, ces blocages. Il a pas évoqué le mot dissolution hier, il a parlé de référendum. Ça pourrait être intéressant, ça, Antoine Léaumont, si la réforme des retraites venait être soumise au choix des Français. Mais volontiers qu'on propose la réforme des retraites aux Français par référendum. Chômage, bien sûr. Je signe dès demain si jamais on fait un référendum sur la réforme des retraites, parce que le peuple puisse décider sur cette question aussi centrale. Si M. Macron veut aller au référendum, alors là, 100% d'accord avec lui pour le référendum, pas pour la retraite à 65 ans. Ce que fait Emmanuel Macron. Hier, il a parlé d'un coup de chaud nocturne à propos du fait que nous ayons rejeté l'article 2 sur le pass sanitaire. Ce qui s'est passé mardi soir à l'Assemblée nationale. Je veux revenir sur ça parce que Rassemblement national, les Républicains NUP, tout à fait. Les Républicains. Et je veux revenir sur ça parce que j'entends beaucoup de fake news. Rejeter le rétablissement du pass sanitaire aux frontières. Alors voilà, j'entends beaucoup de fake news sur le sujet. J'allais le dire, c'est pas aux frontières. Parce que de la manière dont était rédigé le texte, c'était en réalité partout. C'était potentiellement partout. La manière dont c'était rédigé ne permettait pas de savoir si c'était aux frontières. Et je peux le dire de manière très certaine, puisque moi j'ai défendu à l'Assemblée un amendement pour que justement ça soit aux frontières, pour que justement le pass sanitaire soit demandé à l'entrée sur le territoire national. On nous a refusé cet amendement. Ils ont voté contre. Donc qu'est-ce qui nous restait comme possibilité ? Juste faire tomber ce pass sanitaire partout, tout le temps. Voilà. Et je veux dire un truc pour nos compatriotes aussi qui sont pas forcément au courant de ce que ça veut dire. L'idée qu'il y avait derrière le texte du gouvernement, en réalité, c'était de rétablir le pass sanitaire sur les déplacements dans l'outre-mer. Parce qu'il y a une frontière théorique qui existe à cause de l'Union européenne. C'est que les départements d'outre-mer ne sont pas dans l'espace Schengen. Donc quand on va dans un sens ou dans l'autre, eh bien c'est une frontière. Mais c'est une frontière fictive pour les Français, parce que la France, c'est un seul et même territoire. Et il ne doit pas y avoir de traitement différencié entre nos compatriotes d'outre-mer et nos compatriotes sur l'Hexagone. Nous, c'est ce que nous avons défendu à l'Assemblée nationale. Et je tenais à ce que ça soit dit, parce que c'est une fake news de dire qu'ils voulaient rétablir le pass aux frontières. Ce n'était pas le cas. Ils voulaient rétablir le pass absolument partout, potentiellement absolument partout. Bon, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et je vous reconnais d'être courageux et valeureux dans cet exercice, mais sincèrement, c'est pas très convaincant parce que évidemment c'était un pass sanitaire aux frontières. L'idée c'était de faire en sorte que les gens, quand les gens rentraient dans un moyen de transport qui partait d'une île par exemple, parce que l'insularité est une situation très spécifique par rapport à la propagation du virus. C'est de protéger. Il y a des débats par rapport à ça, on peut l'avoir. Moi, ce qui m'a choqué,
Vous avez eu un premier amendement qui a limité aux personnes majeures le fameux pass sanitaire. Ensuite, il y a eu le rejet de l'article 2 qui met en danger les gens. Le fait qu'il n'y ait pas ce support-là met en danger les gens. Mais ce qui m'a choqué, c'est de voir dans l'hémicycle le groupe RN, le groupe LFI debout, en train de se congratuler, se féliciter d'avoir réussi à enlever une protection pour les citoyens. Sincèrement, là, je pense que vous devez avoir un certain nombre d'électeurs qui doivent avoir la gueule de bois. Et sincèrement, je pense que vous êtes très confus sur vos valeurs. Absolument aucun électeur considère que le pass sanitaire est une sécurité pour qui que ce soit. Et par ailleurs, pas 90% des gens, oui, 95%. Par ailleurs, quand vous avez, enfin, je ne sais pas si c'était votre cas à vous individuellement, puisque c'était un scrutin secret, mais puisque les députés, c'est un scrutin public, puisque vous vérifiez. Attendez, je parle d'un autre scrutin. Je parle de l'élection des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Quand le Rassemblement national obtient 290 voix pour ses vice-présidents à l'Assemblée nationale, faites le compte. C'est pas les députés de la NUPS qui ont voté pour les députés du Rassemblement national à la vice-présidence. Ça veut dire qu'il y a des gens dans vos rangs qui ont mis à la vice-présidence de l'Assemblée nationale des gens d'extrême droite. Voilà ce qui s'est passé. Et sur ce point-là, vous êtes jugé. Vous serez jugé par l'histoire. La réalité, c'est que le fonctionnement de l'Assemblée est bâti sur la répartition des tâches. Ça ne vaut pas un accord politique que vous avez donné avec le RN. À l'Assemblée nationale. Mais c'est pas un accord politique. On a voté. Merci beaucoup d'avoir alimenté le débat sur notre antenne. Guillaume Vultet, vous êtes député Renaissance du Val d'Oise. Antoine Léaumont, député NUP LFI de l'Essonne. Tout à fait. Merci à vous. Merci à vous. Europe 1. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Je vous invite aussi à mettre des petits pouces bleus et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je les lis toujours quand j'ai le temps et franchement, ça m'est très utile, donc vraiment, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!